centenaire des Loges unies des théosophes. Bien fêter les centenaires, pourquoi on ne sait pas très bien, ça fait un compte rond, c'est une plénitude, c'est un ensemble qui nous paraît certainement cohérent quelque part. C'est 10 fois 10, si on se penche sur la doctrine secrète, 10 dans les cycles, ça correspond en fait à un cycle septénaire avec un complément en 8 et 9 où le cycle est confirmé, assimilé, surtout s'il a été réussi, avec une reprise au moment du 10, le 10 correspondant en quelque sorte à l'absolu et à la cause première, le 0 symbolisant l'absolu et le 1 la cause première. On trouve des choses comme ça dans la doctrine secrète, donc là, 10 fois 10. Alors quand il s'agit d'un être humain, bon, c'est très bien, on le félicite, hein, on suppose qu'il a acquis une certaine expérience, acquis une certaine sagesse, qu'il est en accord avec la vie pour avoir vécu si longtemps, mais bon, il va bientôt mourir. Tandis que là, il s'agit des loges. De la loge unie des théosophes, c'est un singulier générique, puisque toutes les loges sont indépendantes les unes des autres, mais en fait unies par un même idéal, comme on l'a compris à travers toutes ces lectures. En ce qui concerne donc la loge unie des théosophes, on pourrait dire que c'est quelque chose en rapport avec une pérennité. C'est un très bon début, confirmé, donc la loge unie des théosophes est bien lancée. Alors comment faire un exposé sur ces 100 années? Difficile en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'anecdote, de fait saillant qui ait défrayé la chronique. Quand on étudie l'histoire de France ou de notre pays, on parle surtout des batailles. La bataille d'Azincourt, Marignan, etc. Et puis, on ne s'occupe pas tellement de la vie quotidienne des gens, et particulièrement de leur vie intérieure. Là, c'est de vie intérieure dont il est question, finalement. Au cours de ces 100 années, donc, il y a eu la fondation de la Loge unie des théosophes par Robert Crosby, donc il y a exactement 100 ans, jour pour jour, à Los Angeles. Et ensuite, il y a eu d'autres loges qui se sont fondées. C'est manifestement pas toujours facile de fonder une Loge unie des théosophes. Si nous sommes venus à l'automne dernier, nous avons peut-être entendu des exposés sur les 80 ans de la Loge de Paris. Cette Loge de Paris est venue presque 20 ans, 1928, presque 20 ans après la fondation de celle de Los Angeles. Pourtant, à Paris, il y avait des théosophes, pourtant, à Paris, c'est une grande ville. Bien, il a fallu 20 ans pour trouver quelques individus qui ont pu fonder une loge à Paris et la lancer. Elle dure toujours, elle se porte bien. Mais il fallait du temps, il fallait certainement donc un moment propice, difficile d'en mesurer tous les ingrédients, mais il faut de toute façon quelques hommes bien décidés, se basant donc sur tout ce qu'on a vu. Donc en 100 années, il s'est fondé à peu près, si on regarde le petit périodique, environ 25 loges dans le monde. Beaucoup aux États-Unis, en Europe, en Inde, une en Afrique, et des groupes d'études aussi. On n'a pas beaucoup de noms pour dire, tiens, monsieur un tel a fait ceci, madame une telle a fait cela, etc. Pourquoi? Parce que, comme il a été vu, le travail est impersonnel. Personne ne cherche à se mettre en avant. C'est dans l'esprit même du mouvement, dans l'esprit même des loges unies des théosophes. Personne ne veut laisser son nom dans l'histoire. Et les loges elles-mêmes ne font pas une publicité énorme, juste ce qu'il faut pour informer de leurs réunions. Et encore, comme c'est payant, ce n'est pas toujours évident d'informer en permanence dans les grands médias. Donc ces loges se sont développées, sont créées, développées jusqu'à un certain point, plus ou moins de monde, mais bon, peut-être pas beaucoup à chaque réunion. Mais quand on regarde au fil des années, finalement, des milliers de gens ont été touchés par les idées de la théosophie. Ils en font ce qu'ils veulent. On pourrait dire que c'est leur problème, ils ne vont pas intervenir. Mais ils ont été touchés par ces idées. Des milliers de gens, à travers donc les réunions, à travers les publications, les livres classiques, à travers des fois des revues. Toutes les loges n'ont pas des revues, mais c'est faisable. Et puis, bien sûr, depuis quelques années, par le réseau Internet. Donc des milliers de gens ont été touchés par ces idées et ont pu avoir une vision plus claire de la spiritualité, de manière générale, de ses fondements. Évidemment, les résultats ne sont pas flagrants, évidemment. Ce n'est pas évident. La fraternité universelle, qui n'est pas enseignée que par les théosophes, beaucoup de gens sont pour, mais finalement, on voit combien il y a d'individualisme, combien il y a de guerre,
et de règlement de compte, etc. Pas l'impression que cela produit des résultats. Mais il ne s'agit pas d'être attaché à un résultat. Donc, comme on le voit dans le Bhagavad Gita, pas de raison d'être attaché à un résultat. Ça serait se faire du mal ou se décourager. Le résultat, il est ce qui doit être, c'est-à-dire qu'il se développe graduellement. Il se développe graduellement et on ne peut pas en juger sur la durée de sa propre vie. L'évolution de l'humanité est très longue. Donc, le membre d'une loge n'est pas attaché à un résultat. Il redonne des idées, mais n'est pas attaché à un résultat. Il le fait le plus clairement possible. Ces idées sont proposées et jamais, bien sûr, imposées. Ça n'aurait d'ailleurs, si on réfléchit un peu, aucun sens. Il ne s'agit pas d'un catéchisme qu'on va imposer. Il s'agit d'idées qui sont proposées à notre compréhension, à notre libre arbitre, à notre analyse, à notre objectivité, à notre discernement spirituel. Toujours dans le cadre de la recherche de la vérité, car il ne peut pas y avoir de religion supérieure à la vérité. Il y a de nombreuses croyances, finalement, mais une croyance, finalement, ça rend hommage, d'une certaine façon, à la vérité, puisqu'on veut que ceci, on croit que ceci est vrai. Évidemment, il y a de nombreuses croyances, mais grâce aux écrits de Mme Blavatsky, on s'aperçoit que derrière toutes ces croyances, issues de certains dogmes, eh bien, il y a des idées fondamentales qui sont en fait celles de la théosophie. Donc ces idées ne sont pas imposées et c'est dans l'esprit même donc, du mouvement, ce n'est pas une technique comme ça qui pourrait changer. Un jour on impose, un autre jour on n'impose pas. C'est vraiment dans l'esprit même du mouvement et dans la compréhension même qu'a la théosophie de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain doit progresser par des efforts auto-induits, auto-déterminés. D'où l'importance du libre arbitre, d'où l'importance du fait de proposer les idées en toute sérénité, avec maximum de respect, pour que l'autre puisse, sur cette belle plateforme qui se conquiert intérieurement du libre arbitre, pour que l'autre puisse les analyser et y appliquer son discernement spirituel, sans se presser, sans attachement, encore une fois, à un résultat. C'est ça, en fait, l'histoire des loges, finalement, c'est d'arriver à créer un endroit où on fasse ce travail, qui semble très simple, finalement, mais l'homme étant très compliqué, c'est donc pas si simple que ça. Mais bon, l'évolution est ainsi faite de l'être humain. Donc, des idées qui sont donc les principes fondamentaux de la philosophie, de la théosophie. Nous y reviendrons tout à l'heure quand nous reparlerons de la déclaration de la Loge unie des théosophes. Alors, pour comprendre un peu mieux l'histoire de la Loge unie des théosophes, il faut la resituer dans une histoire beaucoup plus ancienne. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, effectivement, dire que bon, ça fait que 100 ans, ça pourrait faire plus, puisque c'est en relation avec ce qu'est l'homme. Mais il y a effectivement cette complexité dont nous avons parlé, que nous connaissons bien, que nous fréquentons tous les jours, en nous-mêmes comme chez les autres. Donc pour resituer l'histoire de la loge, il faut la resituer dans le mouvement théosophique. Le mouvement théosophique, dont la Loge unie des théosophes est un aspect participant, actif, mais qui a d'autres aspects, et qui s'est toujours manifesté au sein de l'humanité de manière plus ou moins visible, et on pourrait dire toujours audible, transmission des fois de bouche à oreille, d'individu à individu, dans certains systèmes où il ne fallait pas parler de ces choses publiquement, mais ce mouvement théosophique s'est toujours manifesté. On en retrouve, dit-on, la trace partout où la pensée a essayé d'être libre, de se libérer. De se libérer de quoi? Eh bien, de ces carcans, hein, bien sûr. Ce mouvement théosophique a toujours existé, ce n'est pas simplement un mouvement intellectuel, puisque c'est basé sur l'enseignement d'hommes qui sont allés voir au-delà des apparences, dans les profondeurs, qui sont allés vraiment vivre le noumen de la vie, et qui en ont ramené quelque chose dans leur organisme purifié, dans leur organisme perfectionné pour justement en ramener le maximum, le plus fidèlement possible. Et tout ça, ça a été établi par la vision de milliers de générations de voyants, et toutes ces visions ont été corroborées, toutes ces visions faites indépendamment les unes des autres, pour ne pas s'influencer. Donc c'était très scientifique. Ce mouvement théosophique a toujours existé parce que les univers ont toujours existé, et les univers existent pour l'expérience et l'émancipation de l'âme, c'est-à-dire le retour pleinement conscient à travers le règne humain
vers la source universelle, vers ce soi universel, vers cet esprit universel. Et il y a toujours eu, à travers des évolutions, à travers ces univers passés, et toujours des êtres plus avancés, des maîtres de sagesse, qui ont enseigné à ceux qui étaient moins avancés et qui les ont mis sur la voie, et les ont guidés dans cette voie. Personne ne peut faire le travail à la place de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de fournir les éléments nécessaires pour que ce travail soit fait. Et le mouvement théosophique de notre humanité actuelle, on pourrait dire, et de notre ronde actuelle, existe depuis, pas toujours, mais enfin depuis 18 millions d'années particulièrement. 18 millions d'années, c'est pas aujourd'hui, 18 millions d'années, là c'est pas l'anniversaire, c'est à peu près 18 millions d'années, et ça a duré de longues périodes. Alors on dit qu'à cette époque, il y avait des monades, c'est-à-dire des rayons du soi universel, de l'esprit universel, qui étaient prêtes à passer au règne humain, venant des règnes inférieurs, et que des êtres, donc très avancés, évolués, des cycles passés, sont venus pour allumer le pouvoir de la soi-conscience, et de la soi-conscience spirituelle, chez ces monades qui étaient prêtes. En fait, évidemment, c'est le principe général. Le gros de l'humanité, on dit, a reçu une étincelle. L'étincelle, donc, ce pouvoir de soi-conscience, incarné dans le règne humain, dans les corps humains, qui se réincarne dans des corps humains, et qui est capable, donc, d'évoluer par des efforts auto-induits, auto-déterminés, et d'évoluer spirituellement en connaissance de cause. Mais il y avait aussi d'autres qui étaient plus avancés, et qui se sont associés beaucoup plus étroitement à ces grands êtres, et qui sont devenus les maîtres de l'époque qui ont lancé le mouvement théosophique de notre humanité avec sa chaîne Guru Parampara de maîtres et de disciples devenant maîtres et donc transmettant à leur tour les enseignements et préparant leurs disciples à l'initiation, etc. Jusque, bien sûr, aux compagnons que nous sommes qui transmettons donc les idées et aussi, dans la mesure du possible, nous allons le revoir, l'exemple. Donc c'est un mouvement qui a toujours existé, où les plus avancés aident les moins avancés, dans le cadre donc d'une évolution universelle pour laquelle existent tous les univers. On retrouve ce mouvement théosophique en fait à la racine de toutes les grandes religions. À la racine. C'est-à-dire ces grandes religions se réfèrent à un instructeur. Cet instructeur pour la théosophie était effectivement un initié qui a transmis des choses oralement. En général, il n'a rien écrit, à des disciples qui ont transmis aussi des choses, mais il y avait deux aspects, un aspect ésotérique qui était secret et un aspect exotérique qui était enseigné comme l'éthique et comme certaines lois exposées d'une manière allégorique. Donc, à propos de l'allégorie, chacun peut exercer plus ou moins non seulement son pouvoir d'analyse, mais son intuition. L'allégorie est faite beaucoup pour l'intuition, et bien sûr, chacun à ce moment-là reçoit ce qu'il donne en quelque sorte dans ce domaine. Plus il va chercher, exercer son intuition, plus il recevra donc quelque chose de cette allégorie. Les religions se sont modifiées au cours du temps, bon, des choses ont été écrites qui étaient certainement en rapport avec l'enseignement oral. Les évangiles, c'est très intéressant. Et puis, il y a, dans toutes les religions, il y a des textes fondamentaux, et Mme Blavatsky a écrit des milliers de pages pour montrer que dans ces textes fondamentaux, il y avait des idées fondamentales, universelles, en rapport tout à fait avec celles de la théosophie. Mais il y a eu, bien sûr aussi, et nous connaissons cette histoire, l'histoire des clergés qui ont dogmatisé une approche littérale des textes pour régner, en quelque sorte, sur le peuple. D'où la nécessité de la pensée, de se libérer de nouveau pour revenir au fond. Alors bien sûr, il y a l'histoire chrétienne que nous connaissons, il y a des choses que nous connaissons moins, parce qu'effectivement il y avait une part secrète pour diverses raisons, clandestinité et puis aussi caractère ésotérique, qui ont accompagné les débuts du christianisme, les néoplatoniciens par exemple, mais ils ont été bien sûr, dès que le clergé qui se disait chrétien s'est installé, ces néoplatoniciens ont été persécutés, et en fait le début du Moyen-Âge correspond à peu près à l'assassinat d'Hypatia. Et aussi les gnostiques qui ont été persécutés, qui ont disparu. On ne sait pas très bien si les survivants se sont associés aux néoplatoniciens, donc c'est secret évidemment, à raison de clandestinité. Et les néoplatoniciens, donc, on les a perdus de vue, mais en fait, ils ont toujours plus ou moins existé. Et puis il y a eu la fin du Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge ne s'est pas arrêté d'un coup comme cela. Il y a toujours des historiens pour dire que le Moyen-Âge est terminé à telle date, mais en fait,
évidemment, on en sort progressivement et on n'en est peut-être pas tout à fait sorti. Donc, dans le XIVe siècle, et ça correspond à l'effort plus important qu'ont fait les maîtres, parce que c'était faisable à ce moment-là. Il y a une nécessité, bien sûr, mais la nécessité existe toujours, mais il y a la faisabilité, si on veut, et c'était faisable à cette époque-là. Au XIVe siècle, les maîtres de l'Orient ont fait un effort en direction de l'Occident, particulièrement donc le dernier quart de chaque siècle, à partir du XIVe siècle. Pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, on peut retrouver cette trace à travers l'apport de certains hommes au fil de ces siècles. Ce qu'on connaît le mieux, bien sûr, c'est le XIXe, on ne serait pas ici sans lui. Et il y a le XVIIIe aussi, la théosophie en parle. Le XVIIIe, ça a correspondu à l'époque de la Révolution française. Il y avait effectivement un brassage d'idées très important, et les personnages mal connus qui ont défrayé la chronique et qui étaient liés à l'effort des maîtres à cette époque-là étaient Mesmer, Cagliostro et le comte de Saint-Germain. On peut trouver ça dans le glossaire. Et puis donc on arrive au XIXe siècle avec Madame Blavatsky, et les maîtres ont cherché longtemps, est-il dit, ils n'ont pas dit pourquoi ni comment, mais ont cherché longtemps le messager de ce XIXe siècle. Ce messager, il venait au croisement de trois cycles. La fin des 5000 premières années du Kali Yuga, et le 18 février nous rappelle ce Kali Yuga, cycle difficile, mais pas dénué d'espoir, puisque ce 18 février nous rappelle aussi Krishna et la Bhagavad Gita, d'autant plus que pendant ce Kali Yuga, les causes semées produisent des effets rapides et forts, y compris les causes spirituelles, bien que la tendance de ce Kali Yuga ne soit pas de manière évidente spirituelle. Donc, fin des 5000 premières années du Kali Yuga, entrée progressive dans l'ère du Verseau, et dernier quart du XIXe siècle, à un moment où le dogmatisme religieux s'affaiblissait, le dogmatisme scientifique commençait à monter, et où il y avait toute cette kyrielle depuis de nombreuses années, ça avait commencé vers 1840, cette kyrielle de phénomènes extraordinaires spirites, où donc les gens étaient amenés à s'interroger énormément. Donc c'est là qu'est arrivée Madame Blavatsky, avec donc sa connaissance, ses pouvoirs, son expérience de l'humanité. Elle avait beaucoup voyagé, et elle a fondé donc la Société théosophique en 1875 à New York, avec ses trois buts. Au début, les trois buts n'étaient pas très clairs. Ils sont devenus plus clairs quelques années après, mais enfin, bon, le premier but était quand même relativement clair, d'une certaine façon. Et puis, il y avait, d'une manière générale, un but qui était de montrer qu'il y avait un autre monde que le monde physique, et de lui parler de son fonctionnement, indépendamment de tous les dogmes. Alors, les trois buts, rappelons-les, sont former le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, de sexe, de croyance, de condition ou d'affiliation à une organisation. Et si on s'interrogeait bien sûr sur cette fraternité, il était montré que finalement, c'était presque plus qu'une fraternité, puisque nous avons tous la même origine, et quand on regarde bien dans toutes les religions, elles enseignent que nous avons tous la même origine. Donc en fait, dans toutes les religions, il y aurait quand même la fraternité implicitement, et donc pas de sectarisme possible, puisque cette source unique a désiré ou se manifeste comme la biodiversité, comme la diversité des êtres et de leur abord particulier de la vie. Donc, premier but, le principal, donc la fraternité, de toute façon, elle implique un certain respect qui est nécessaire à toute association. Et puis, deuxième but, étudier les religions, les philosophies, les sciences passées et modernes, et montrer le bien fondé de cette étude. Madame Blavatsky a écrit beaucoup de choses pour montrer le bien fondé de cette étude. C'est ce que nous appelons la théosophie. Et puis le troisième but, c'était l'étude des lois de la nature, des pouvoirs psychiques et spirituels dans l'homme. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agissait de les développer. Donc, Robert Crosby a fondé la Loge unie des théosophes. Robert Crosby n'est pas certainement un joker du hasard, comme ça. Il était connu de Madame Blavatsky, de William Penn Judge. Il n'a pas fondé tout de suite la Loge unie des théosophes. On pourrait dire qu'il a laissé sa chance à la Société théosophique. Mais
société théosophique était telle, à ce moment-là en tout cas, que c'était pas possible. Donc il a fondé la première loge unie des théosophes à Los Angeles. On a vu tout à l'heure dans la lecture que Los Angeles, l'ouest du nouveau continent, avec une zone où beaucoup de gens étaient destinés à s'installer. Donc, 18 février 1909, avec peu de gens, ils étaient 8. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il y ait une association pérenne qui puisse redonner des idées, même s'il vient quelques personnes à chaque réunion, bien, comme on l'a vu tout à l'heure, ça finit au cours du temps par faire beaucoup de monde, d'autant plus que les gens peuvent en parler autour d'eux. Alors nous allons revenir un peu sur la déclaration, avant d'aborder la conclusion. Donc il est dit que cette loge professe un dépouillement indépendant à la cause de la théosophie, sans s'attacher à aucune organisation théosophique. Elle reste fidèle aux grands fondateurs du mouvement, c'est-à-dire, bien sûr, William Code Judge et Robert Crosby, les maîtres de sagesse, et tout le mouvement théosophique, comme on l'a vu, mais elle ne s'occupe pas des dissensions, des divergences d'opinion individuelles. C'est-à-dire qu'on va voir ensuite qu'il y a une base d'union qui est très claire, très spirituelle, qui finalement donc accepte finalement toutes sortes d'opinions, mais il y a donc toujours le point de repère, les principes fondamentaux de la philosophie de la théosophie et le travail. Donc le travail qui lui incombe et le but qu'elle poursuit sont trop absorbants et trop élevés pour lui laisser le temps ou le désir de prendre part à d'autres activités. Donc c'est spécialisé, alors que la société théosophique pouvait avoir de nombreuses branches différentes. Ce travail et ce but consistent à propager les principes fondamentaux de la philosophie et de la théosophie, tels qu'on les connaît, pas de Dieu personnel, l'absolu, l'esprit, la substance, les âmes, toutes de nature spirituelle, la réincarnation guidée par karma, etc. Et à donner l'exemple de la mise en pratique de ces principes par une réalisation plus vraie du soi, le soi en majuscule, c'est-à-dire le soi universel, par une conviction plus profonde de la fraternité universelle qui découle même de cette unité et du fait que nous sommes interdépendants sur tous les plans. Nous sommes tous des rayons du même soi et nous sommes tous interdépendants, nous sommes vraiment des frères de manière, on pourrait dire, indissociable. Pas une question d'opinion, de sentiment, c'est un fait. Comme dans une famille, on est frères et sœurs, même si on est différents, et en général dans une famille on est tous différents, même les jumeaux sont différents, et c'est souhaitable d'ailleurs, chacun peut apporter quelque chose de sa différence à l'autre. Elle déclare que la base d'union, inattaquable, ça veut dire qu'elle est claire et nette, simplement, de tous les théosophes, quel que soit le lieu où ils résident, et quelle que soit leur situation, est l'identité de but, d'intention et d'enseignement. Inattaquable aussi parce qu'elle est définitive. Encore une fois, il n'y a pas de chef qui pourrait changer ça. L'identité de but, d'intention et d'enseignement, c'est-à-dire aider l'humanité en redonnant les principes fondamentaux de la philosophie et de la théosophie, tels qu'on les trouve dans l'enseignement de Mme Blavatsky, de William Code Judge et des textes qu'ils ont indiqués à notre étude. C'est pourquoi elle n'a ni constitution, ni statut, ni chef. C'est clair, c'est net, c'est définitif, personne ne peut modifier cela. Le seul lien entre ces associés, donc, étant cette base, et elle vise à répandre cette idée parmi les théosophes pour progresser vers l'unité. Parce qu'il n'était pas sûr d'avoir acquis l'unité tout de suite entre les membres. Donc, il est d'ailleurs dit, dans le texte anglais, on dit l'identité de but, d'intention et d'enseignement, en fait, on dit la similarité de but, d'intention et d'enseignement, c'est ce qui explique la phrase pour progresser vers l'unité. Se mettre bien d'accord, donc, ils voyaient qu'ils pouvaient réunir du monde déjà, mais qu'on pouvait peut-être pas être encore tout à fait d'accord, mais se mettre d'accord. Un climat d'entente préalable qui se confirme ensuite. Elle considère comme théosophes tous ceux qui se consacrent au véritable service de l'humanité, dans sa définition du théosophe, sans distinction de race, de croyance, de sexe, de condition, d'affiliation à une organisation. Donc le véritable service, c'est celui qui rend vraiment service, qui est en rapport avec la vérité, qui est en rapport avec l'être. Et elle accueille dans son association tous ceux qui sont d'accord avec ses buts déclarés, qui désirent, par l'étude et par tout autre moyen, devenir plus aptes à aider et à instruire les autres. Le véritable théosophe n'appartient à aucun culte ni à aucune secte. Pourtant, il appartient à chacun et à tous, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant d'aucun culte ni d'aucune secte, mais il n'est pas non plus fermé. C'est l'esprit du deuxième but, c'est l'esprit des enseignements de Mme Blavatsky dans la doctrine secrète, c'est-à-dire on s'ouvre à toutes les croyances pour y chercher la vérité partout où elle se trouve. Pas de religion supérieure à la vérité. Et puis en même temps, appartient à chacun et à tous, c'est aussi les êtres. Jamais la vérité sans les autres et jamais les autres sans la vérité.
C'est la doctrine un peu de la et même beaucoup de la théosophie. Et on va terminer par la formule que signent les personnes désirant devenir membres associés de la Loge unie des théosophes, étant en sympathie avec les buts de cette loge tels qu'ils sont exposés dans sa déclaration. Je désire être inscrit comme membre associé, mais il reste entendu qu'une telle association n'implique aucune autre obligation de ma part que celle que je déterminerai moi-même.